messieurs, à votre émission hebdomadaire sur le hockey junior québécois. Parlons LHJMQ à l'animation Robin Otis. On sera là encore une fois cette semaine pour vous entretenir de différents sujets intéressants sur le circuit Courteau. En ma compagnie, mon collaborateur que vous connaissez bien, Johnny Blanchette. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, Robin. On a une belle semaine de hockey. 3 matchs pour l'Océanique et les Remparts, 2 matchs pour le Drakkar de Bécomo, des visiteurs éloignés, les Foreurs de Val-d'Or, les Sea Dogs de Saint-Jean qui sont promenés dans l'Est du Québec. Donc, une bonne semaine de hockey. Effectivement, des joueurs qui se sont démarqués, les joueurs du mois également, on va pouvoir en parler. L'absence d'Alexis Lafrenière avec sa suspension dans l'uniforme de l'Océanique. En fait, c'est des sujets d'actualité. C'est le premier bloc de l'émission. Mais Johnny, t'en parlais, c'est achalandé une semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On suit l'Océanique, on suit le Drakkar, les Remparts de Québec, vous le savez déjà. Mais si on commence par justement les matchs, on en a fait un. Oui. On va en parler un petit peu plus tard. C'était vendredi dernier. L'Océanique de Rimouski qui connaît une séquence assez exceptionnelle à domicile et également par le nombre de matchs consécutifs au niveau de la colonne des victoires. Ça, on va en parler à la fin du tableau qu'on voit à l'écran. On va commencer par la semaine des Remparts de Québec. Les Remparts qui ont remporté le premier match 4-1 face aux Sea Dogs de Saint-Jean. On s'est incliné lors de la visite des Tigres de Victoriaville, l'ancienne équipe de Tristan Côté-Casonade. Et par la suite, on a subi la défaite du côté de Blainville-Boisbriand. Si on fait un petit peu le résumé de la semaine des Remparts de Québec, c'est une victoire, 2 défaites. Vous avez vu les pointages au tableau. Les joueurs qui ont ressorti du lot, on a Anthony Gagnon qui a été la 3e étoile durant les 3 matchs. Donc, une bonne semaine pour Anthony Gagnon, le vétéran joueur de 20 ans. 3 buts, donc 1 par match pour le joueur vétéran. Il y a également Côté-Cazenave, a été utilisé, lui, dans les 3 rencontres. 7 buts contre en 86 lancés, qui lui donne une moyenne d'un pourcentage d'arrêt quand même très enviable à 9,18. Mais encore là, une victoire, 2 défaites pour les Remparts. Malatesta, les jeunes, Malatesta, Rochette, Cormier ont contribué. Cormier, Robin, depuis son arrivée à Québec, en 18 matchs, c'est 4 buts, 9 passes pour 13 points. Donc, une grosse acquisition pour les Remparts. Patrick Roy, il tenait à Cormier. Et depuis son arrivée, disons que ça fonctionne beau. On va peut-être faire regretter une transaction dans le Bas-Saint-Laurent. On va voir ça au cours des prochaines saisons. Je pense que l'Océanique a eu quand même un joueur en Andrew Coxhead, un joueur de centre stable. D'utilité aussi. D'utilité pour les prochaines séries, mais ça serait intéressant de voir là, la progression de Cormier qui semble bien se faire. Je pense que les partisans de l'Océanique jettent un coup d'œil du côté de Québec. Exact. C'est pas qu'il est ultra dominant, c'est qu'il produit quand même. Tu sais, c'est pas un point par match, c'est en deçà d'un point par match, mais c'est bien. Il ne faut pas oublier qu'il a seulement 17 ans. Donc, c'est les années 18 et 19, peut-être même 20 pour Cormier, qui pourront être payantes pour les Remparts. J'en ai un petit mot rapide sur le Drakkar de Bécomo, les voisins de l'autre côté du fleuve. 2 défaites. Quand on affronte le Phoenix de Sherbrooke, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue qui ont du succès. Défaite de 7-4. Samuel Poulain est encore dominant. On va en parler dans quelques moments. Également, une défaite, malgré qu'on a dirigé plus de 50 tirs vers la cage des Sea Dogs de Saint-Jean. On s'est incliné en temps supplémentaire. Le résumé de la fin de semaine, qui était quand même seulement 2 matchs pour le Drakkar de Bécomo. La défaite contre le Phoenix de Saint-Jean, Robin, le Phoenix de Sherbrooke, c'est 3 en 4 pour le Phoenix en avantage numérique. Les 3 buts de différence dans le match ont été comptés en avantage numérique. C'est là que ça a vraiment fait mal. Légaré continue sur son train d'enfer, lui, de son côté, avec 1 but contre Saint-Jean. Il y a 23 tirs en 2 matchs. C'est énorme, ça, 23 tirs en 2 matchs pour le vétéran, le nouveau capitaine. Ortiz continue de bien faire. Ça a été plus difficile contre Saint-Jean, le 2e match, moins 4, et le Drakkar a donné 4 buts. Donc ça, défensivement, ça a été un petit peu plus difficile pour lui, mais offensivement, Ortiz fait le travail. Et Fitzpatrick, lui, a été utilisé dans les 2 matchs, a accordé les 7 buts sur 31 lancés et 4 buts sur 28 lancés, la défaite en prolongation contre Saint-Jean. Donc, Fitzpatrick utilisé beaucoup la semaine dernière. De l'autre côté du fleuve, la séquence est heureuse pour l'Océanique. On gagne des victoires, on en colle plusieurs consécutives et là, on a réussi à récompenser également. On le fait bien depuis plusieurs saisons déjà. C'est un château fort, le Colisée financier Sun Life. La troupe de Serge Beausoleil a habituellement beaucoup de succès devant ses partisans. Ça s'est poursuivi dans une semaine où l'Océanique devait quand même composer sans Alexis Lafrenière suspendu. C'est très important ce que tu mentionnes, Robin, parce que c'est le leader offensif de cette équipe-là. On se disait, ça pourrait être dur, mais on a des joueurs pour prendre la pôle. On a besoin de production offensive de ces gars-là. Durant le reportage qu'on a fait,
On a vu d'autres joueurs se lever. C'est Ouais. un peu ça la dernière fin de semaine. Comme tu as dit, les 3 victoires. Ouellet, tout un week-end, toute une semaine pour lui. 1 but, 2 passes dans les 3 matchs. Raska, 2 buts. Raska qui est blessé, par contre. On vient d'annoncer 2 à 3 semaines. Ça va être une lourde perte ouais. parce que c'est un gars qui se fait vraiment aimer des partisans et de ses coéquipiers. Zadgarovny, revenu, il continue son excellent travail depuis son retour. 1 but, 3 passes pour lui. Pareil, 1 but, 1 passe, tout comme Bolduc. Donc, la production offensive est venue de plusieurs joueurs. On va aller voir les images du reportage qu'on a fait, Val-d'Or-Rimouski, Oui. à l'écran. Ça a commencé cette semaine-là, auparavant. Si le Drakkar s'est incliné face aux Sea Dogs, si les Remparts l'ont emporté contre l'équipe des Maritimes, l'Océanique l'a fait Oui. dans un match serré 3-2. Ça a été dur. Et par la suite, il y a eu le match qu'on a fait 4-0. Et la fin de semaine se poursuivait avec la fête des mascottes ou la fête de Luffy. Et les jeunes partisans de l'Océanique ont eu sensiblement un copier-coller. Oui. Un match de 4-1 cette fois-ci. Les 2 gardiens de l'Océanique se sont distingués au cours de la fin de semaine. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement de ce qui s'est passé dans ces 3 matchs-là, on compte beaucoup sur Alexis Lafrenière. Cédric Paré a connu un match hockey, particulièrement le deuxième de la séquence. Mais en général, il y a plusieurs joueurs qui ont élevé leur jeu d'un cran. Il y a eu 9 étoiles, 3 matchs, 9 joueurs différents de l'Océanique. Exact. Dans les 2 derniers matchs, on a vu 2 défenseurs, Christopher Ennis et Massicotte, récolter des étoiles également. On sent qu'ils sont dans leur chaise. On commence à installer quelque chose d'intéressant. On l'a dit dans nos reportages, Robin, que ce duo de défenseurs-là était plus à l'aise et il va l'être encore plus la saison va avancer. Défensivement, on a fait de travail. Les gardiens de but, on a utilisé à 2 reprises Jones, 3 buts sur 44 lancés au total. Et Ellis, lui, aucun but sur 35. Ellis qui a égalisé le record de la franchise de l'Océanique de Rimouski pour le nombre de blanchages pour un gardien de but. Il est à 11, comme Philippe Desrosiers, l'ancien de l'Océanique. Le record de la Ligue pour les gens, c'est 17. C'est Philippe Cadorette qui l'a, un ancien du record de Bécomo et des Cataractes de Shawinigan. Donc, les gardiens de but, la défensive font le travail. C'est vraiment ce qui ressort du côté de Rimouski. Je vais faire un lien un peu avec ce que je mentionnais. Les joueurs de l'Océanique doivent faire la différence. Je ne dirais pas que c'est des héros obscurs, mais des joueurs dont on ne parle pas nécessairement aussi souvent qu'Alexis Lafrenière, Cédric Paré. Je veux parler de Dimitri Zadgarovny avec toi et aussi de Raska, Adam Raska. C'est des joueurs qui, quand ils sont à l'extérieur de l'alignement, leur absence se fait sentir terriblement. Le duo Lafrenière et Paré n'est pas le même quand le numéro 89, l'ancien numéro 17, mais le 89 maintenant n'est pas de l'alignement. Et Adam Raska était bon en début de saison, frottait un peu tout le monde le long des rampes, a pris beaucoup de confiance au championnat mondial de hockey junior. Et là, il est arrivé à Rimouski et on craque l'allumette à tous les matchs. Il est présent, il donne de l'énergie à sa formation. Et les débuts de match chez l'Océanique, souvent les 5, 7 premières minutes, c'est pas évident de se mettre en marche dans certaines rencontres. Et c'est souvent Raska, par ses présences, qui allume l'étincelle. Exactement. Ce que j'aimerais, par contre, c'est qu'il modère un petit peu ses transports. Parce que là, on a vu une pénalité majeure lors du match qu'on a fait face au Foreurs de Val-d'Or. On le perd souvent pour pénalité. Il faut qu'il demeure sur la patinoire. On en a beaucoup plus besoin sur la patinoire qu'au banc des pénalités. Parce que, comme tu l'as dit, lorsqu'il enfile les patins, lui, il se présente pour jouer et aller chercher des victoires pour son équipe. Il produit offensivement aussi. Dans les derniers matchs, le mois de janvier, Robin, en 11 matchs, 5 buts. C'est excellent. C'est une recrue, 17 ans. Et donc, il apprend dans le hockey nord-américain. C'est excellent. Si on revient avec Zadgarovny, 49 points en 28 matchs. Donc, vous avez vu les statistiques tout à l'heure. C'est un gars qui produit énormément. Sa perte a été lourde durant sa blessure, mais là, depuis son retour, vraiment, c'est 6 points en 5 matchs. Après une longue période comme ça, c'est difficile. Et Zadgarovny, ce qui est impressionnant, c'est son aisance à transporter la rondelle dans les dernières rencontres. Christopher Morizzi-Ortiz et Gabriel Proulx sont des joueurs qui font la différence pour le Drakkar. On parle souvent de Nathan Légaré. On parlait beaucoup de Gabriel Fortier, de Xavier Bouchard, mais ces deux-là ont pris la pôle et donnent de fiers services au Bécomois. La statistique impressionnante pour Morizzi-Ortiz, c'est qu'avant décembre, c'était 15 points en 29 matchs, donc 1 point aux 2 matchs. Depuis décembre et janvier, c'est 1,27 points par match. En 18 matchs, c'est 23 points. Il a pris vraiment son air d'aller après la période des transactions, on l'a dit dans nos reportages. Et ça va être très important pour la suite des choses pour lui. C'est un gars de 18 ans. Il n'a pas été repêché au dernier repêchage.
Il va faire ouvrir des yeux de plus en plus. Ça va être le rouage important défensif de l'équipe de Bécomo. Pour Proulx, avant janvier, il n'avait jamais eu des statistiques plus d'un point par match depuis son entrée. Depuis janvier, c'est 17 points en 11 matchs pour Proulx. C'est excellent. Mais si on fait un lien avec ce que tu viens de dire, l'Océanique est dans une saison, on veut se rendre jusqu'au bout. Le Drakkar va faire les séries, Oui. mais on est plus en mode reconstruction. Oui. On voulait prendre un moment, toi et moi, pour regarder un peu qu'est-ce qui risque de se passer lors du prochain repêchage, et c'est le prochain bloc de l'émission. Il y a des formations de Johnny qui vont monter souvent sur le podium. C'est juste en première ronde. Après Oui. ça, on va pouvoir utiliser le téléphone aux tables. Et il y en a d'autres qui vont pouvoir aller chercher à manger assez rapidement et attendre un peu plus tard dans la journée du fameux repêchage au mois de juin. Ouais. Parce qu'il y a des formations qui ont beaucoup de choix, qui ont garni leur banque dans les dernières saisons pour le repêchage 2020. Exact. Et les autres qui ont décidé de se renforcer cette année vont laisser partir des choix. Si on voit un tableau à l'écran pour les équipes qui sont peut-être en meilleure position là, pour ce qui s'en vient. Bien, c'est les équipes qui vont avoir une fin de saison un petit peu plus compliquée. Surtout les 3 premiers, même Saint-Jean. Bécomo, je les mets peut-être un petit peu plus haut. Là. Tu sais, c'est pas la catastrophe, mais du côté du repêchage, à 4 reprises, les Olympiques de Gatineau vont sélectionner. Leur choix qui devrait être excellent, celui de Bathurst, excellent également, et celui d'Halifax, qui, depuis la période des transactions, descend au classement. Donc, 3 choix potentiels, top 5, top 6. Ça veut dire que les Olympiques de Gatineau, Robin, vont être à surveiller dans un avenir de 2 à 3 ans parce qu'avec le plein de jeunes talents comme ça, puis le prochain repêchage est quand même très bon, surtout chez les défenseurs. Donc, ça va être très, très important. Gatineau, on l'a parlé de Gatineau, on parle de Drummondville également qui est en bonne posture. Pour le Drakkar de Bécomo, on n'a pas de choix de première ronde, mais on a 3 choix de deuxième ronde et 3 choix de troisième ronde. On est en moyenne moyennée probablement pour s'approcher, peut-être sélectionner en première ronde pour le Drakkar. Et c'est intéressant de voir que les formations, à différents moments de leur cycle, souvent les Mooseheads ont été acheteurs. Oui. Les Voltigeurs de Drummondville également. Oui, récemment. Donc là, on a une position enviable pour le repêchage 2020. Et je veux revenir juste un petit peu, Johnny, sur Gatineau. Tu parles qu'on va sûrement accueillir plusieurs bons jeunes de talent. Peut-être qu'on va utiliser certains de ces choix-là pour les monnayer également. Aussi. Il y a eu des changements au deuxième étage. Et là, on est observé de près pour les prochaines décisions hockey qu'on va prendre. Et ce repêchage-là va tracer la voie aux prochaines saisons des Olympiques qui ne l'ont pas eu facile dernièrement. Mais c'est rare qu'on voit ça, une équipe qui sélectionne 4 fois très tôt. Oui, on pourrait monnayer, mais c'est Faut quand pas même... se tromper. Non, il ne faut pas se tromper, mais c'est important. Dans la classe de cette année-là, on peut avoir les 2-3 meilleurs. Ça va être très impressionnant de voir de quelle façon on va se comporter au repêchage. Il va sûrement avoir des tractations. S'ils ont des joueurs intéressants également, peut-être se reculer de quelques positions. On va vouloir rebâtir rapidement. On a échangé Charles-Antoine Roy. On a fait certains mouvements de personnel également. Creed Jones pour accueillir un choix de deuxième ronde. Donc, on fait quand même un boulot intéressant depuis qu'on a changé l'organigramme hockey à Gatineau. Les équipes qui ont voulu se renforcer l'an dernier, cette année, bien, eux ont laissé partir des jeunes joueurs, ont laissé partir des choix repêchage. Et vous le savez, là, il y a les fameux échanges, je vais le dire entre guillemets, mais élastiques, où il y a des joueurs qui compensent pour certains choix. Mais si on regarde des équipes qui sont en moins bonne position, vous allez voir que, je vous parlais, ils ne parleraient pas souvent là, sur le parquet au prochain repêchage, les Saguenayens, les Wildcats, l'Océanique et le Phoenix de Sherbrooke. Et là, vous ne vous surprenez pas parce que c'est des équipes qu'on suit vers peut-être une finalité là, et remporter les grands honneurs dans la LHL. C'est des équipes, Robin, qui pensent aller loin en série, qui vont probablement y aller également. Chicoutimi, il ne reste pas grand-chose. Et si vous vous souvenez, au début de la saison, Chicoutimi avait probablement la banque de choix la plus garnie. Mais avec les transactions qu'on a faites, ça a coûté cher. Et là, on a dégarni notre banque de choix. On a un choix de 5e ronde. Et c'est là que ça commence du côté de Chicoutimi pour le prochain repêchage. Oui, il y a d'autres équipes. Sherbrooke également. Rimouski. Rimouski, ça peut être difficile aussi. On a seulement un choix de 3e ronde et ensuite, c'est la 5e ronde. Ça aussi, là, mais il y a des échanges, comme tu as dit, élastiques. Il y a des joueurs, il y a des choix qui vont être revenus, qui vont être de retour chez ces formations-là en échange de joueurs promis pour l'an prochain.
On peut pas, on n'a pas tous les détails, mais ça, on va le savoir au mois de juin. Là, on parle du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Ouais. donc principalement les joueurs qui évoluent dans le midget Ouais. 3 cette année. Moi, je regarde ces formations-là. Johnny également, bon, peut-être pas à la position de gardien pour le Phoenix de Sherbrooke, il est encore jeune, là. Laval, mais Chicoutimi, Moncton et Rimouski, du moins un des deux Européens. Ouais. On va devoir également travailler sur le repêchage européen, inviter des joueurs au camp d'entraînement, peut-être lorgner du côté des États-Unis Ça ou peut de arriver. récalcitrants pour Ouais. tenter de les convaincre. Ou Il va y avoir du gros d'Ontarien. travail à faire parce que ces équipes-là ne voudront pas rester dans la Non. cave du classement Non. durant longtemps. Non, surtout pas. Il y a des équipes qui ont passé leur temps. Le pain noir, on l'a mangé. On ne voudra pas revivre ça. Tu as raison, il va y avoir des postes ouverts. Et dans ces équipes-là également, si je prends le Phoenix, si je prends l'Océanique de Rimouski et même les Wildcats de Moncton, c'est peut-être un peu moins vrai du côté de Chicoutimi parce que les joueurs dominants, il y a des 20 ans et on est peut-être un petit peu plus vieux, mais il y a encore du matériel à échanger également rendu sur le parquet, mais autrement que dans les échanges élastiques. Oui. Si le bon joueur qu'on est intéressé au prochain repêchage, d'après moi, ces équipes-là pourraient faire quelques mouvements, laisser aller des joueurs de 19 ans qui vont avoir 20 ans l'année prochaine, peut-être du côté de Rimouski, etc. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Lorsqu'une équipe va loin en séries éliminatoires, bien, il y a des joueurs qui se font connaître et leur valeur monte à ces gars-là. On a fait du chemin en série, on le sait. Durant la période des transactions, c'est ces joueurs-là qui ont du chemin en série, qui ont une grosse valeur. Donc, je ne suis pas inquiet, là, les équipes vont pouvoir se regarnir, mais la banque de choix est pratiquement vide dans ce que vous avez vu à l'écran. Ça va être très intéressant de suivre ça. On est un peu tôt, vous le comprendrez, mais souvent, on parle de la période des transactions. On parle des équipes qui ont se sont améliorées sur la patinoire pour aller jusqu'au bout. Bien, on a l'image de deux équipes qu'on présente à la chaîne de ma communauté. L'Océanique est d'un côté et le Drakkar un peu de l'autre. Donc, c'est pourquoi on voulait vous présenter ce sujet-là aujourd'hui. Johnny, il y a des matchs intéressants qui arrivent sur nos ondes. Il y a des enjeux au niveau du classement général. Vous allez voir nos prochains rendez-vous du hockey de la LHJMQ sur les ondes de la chaîne de ma communauté. On a une petite répit. On s'entend que le 16 février, c'est pas demain matin. Mais l'Océanique, les Remparts, le Drakkar sont en vedette, bien entendu. Mais moi, ce qui m'intéresse, il y a encore des joueurs intéressants à regarder du côté. Les Mooseheads d'Halifax, les Wildcats de Moncton. Il y a de la relève également à Victoriaville. Donc, 16, 20, 28. Donc, 3 rendez-vous en février. Et John, on serait là le 1er mars et le 14 mars également. Vous voyez les heures, là. Ça, c'est les heures des émissions d'avant-match. Donc, 15 minutes plus tard, c'est le début des rencontres. Et on va vraiment commencer à parler dans notre émission Parlons LHJMQ et lors de ces reportages de matchs-là, un peu plus du portrait. Qu'est-ce qui nous attend là, dans les prochaines semaines et prochains mois? Parce que ça va commencer à sentir les séries. Bien, ça commence déjà. Là. En février, ça commence à sentir les séries. On va voir de quelle façon ça va se passer. Les équipes qui sont en tête devraient continuer à dominer. Là. Ça, c'est quand même assez évident. Mais j'ai hâte de voir de quelle façon les équipes qui sont en queue de peloton vont pouvoir réagir. Il y a des équipes qui surprennent. Les Olympiques de Gatineau, on en parlait tout à l'heure. Là. On a fait beaucoup de transactions, on a vendu. Mais ça va mieux depuis qu'on a vendu. C'est très, très bizarre. Donc, s'il n'y a rien de joué encore, et on va avoir toute une fin de saison. Bien, ça va être excessivement intéressant à suivre. On est là de façon hebdomadaire pour Parlons LHJMQ. Vous avez vu les prochains rendez-vous de diffusion de matchs, donc soyez des nôtres. Merci, Johnny, encore pour ta collaboration. Merci à vous qui nous écoutez en grand nombre. On vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne semaine de hockey junior québécois.